bonsoir et chers internautes, chères téléspectatrices et téléspectateurs de Profil TV. Bienvenue à cette 13e édition du Sommet international de la finance, organisé cette année par le groupe Croissance, la Banque de la République d'Haïti et le Centre de facilitation des investissements CFI. Pour ce panel-ci, nous allons aborder le financement des ODD avec un focus sur les investissements dans les PMA, pays moins avancés. Haïti étant le seul PMA d'Amérique, ou mieux dire, le seul PMA de l'hémisphère occidental. Avec nous pour aborder ce point, nous avons Madame Béatrice Ilias, nous avons Monsieur Willem Lemke et nous avons Monsieur Francisco Guerrero. Rapidement, on va faire un premier tour de table pour laisser le soin à nos invités de se présenter. Madame Ilias, Monsieur Lemke et Monsieur Guerrero, on y va dans cet ordre-là. Bonjour tout le monde, je suis Béatrice Ilias, directrice exécutive de la Chambre de commerce de l'Ouest et de la Chambre de commerce d'Haïti. Donc j'ai deux chapeaux. Merci pour m'avoir invité sur ce panel. Oui, bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être là. Willem Lemke, président de l'Association des industries d'Haïti, entrepreneur dans la logistique et propriétaire d'hôtels de plage aussi. Et c'est un plaisir d'être là avec vous ce matin. Francisco Guerrero des Nations Unies, je travaille dans le bureau de la coordinatrice résidente des Nations Unies. Merci beaucoup. Du 4 au 9 mars dernier, il y a eu une importante délégation d'Haïti qui s'est rendue au Qatar pour participer à la 5e conférence des Nations Unies sur les PMA, les pays moins avancés. Notamment, le secteur privé était représenté et aussi les Nations Unies étaient représentées. Bon, évidemment, c'est une conférence des Nations Unies. Donc, voilà ce qui nous sert de prétexte ce matin pour revenir un peu sur cette conférence et regarder le volet investissement parce qu'il y a eu un plaidoyer, notamment du secrétaire général des Nations Unies pour que les investissements puissent vraiment être mobilisés pour le développement des PMA. Haïti, comme je l'avais dit tout à l'heure en introduction, est le seul PMA des Amériques et Haïti n'est pas étranger à ce problème de mobilisation des investissements. Et justement, nous avons des membres du secteur privé avec nous qui vont essayer d'aborder, qui vont aborder avec nous ce défi, celui d'attirer les investissements dans les PMA, notamment en Haïti. Donc, pour commencer, je voudrais passer la parole à nos deux membres du secteur privé pour un état des lieux, je dirais, du climat des affaires en Haïti. Où en est-on en Haïti en parlant du climat des affaires? Je pense que tout le monde a le même mot sur les lèvres ces derniers temps quant au climat des affaires en Haïti. Et ça va être en anglais malheureusement challenging. Ça prend beaucoup de patience, ça prend beaucoup de mise de côté des émotions et ça prend beaucoup de conviction et d'amour pour ce pays pour fonctionner ces derniers temps en Haïti. Effectivement, beaucoup de coups. Pourtant, tout le monde est là, tout le monde tient la barre, tout le monde fait ce qu'il a à faire pour continuer, pour créer quand même un climat des affaires journalier assez vivable et pour ne pas, premièrement, déclarer faillite, deuxièmement, donc mettre à pied beaucoup trop d'employés pour justement l'état économique et social de ce pays. Donc, le climat des affaires actuellement en Haïti est très difficile, il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense que c'est aussi un travail de plusieurs années qui aurait dû être fait et peut-être qu'il est temps de s'y appeler. Merci Béa. Bon, au fond, le climat de la vie en général est empoisonné pour toute la population et allez voir pour le climat des affaires. Et donc, c'est certainement la priorité des priorités, c'est l'insécurité qui sévit dans notre pays. Nous souhaitons quand même donner un peu d'espoir et il faut regarder le moyen et le long terme, les accomplissements positifs du passé qui augurent de bonnes opportunités pour notre pays. Et étonnamment, il y a des investisseurs potentiels, surtout de l'étranger, de l'Asie même. J'ai un cas en particulier qui sont en attente. Ils savent que cette vague infernale, cet enfer, doit passer et la paix doit revenir dans notre pays et la qualité de vie doit revenir et ils sont prêts à venir investir. Nous sommes bénis du fait d'avoir une position géographique exceptionnelle et proche du plus grand marché nord-américain, États-Unis et Canada.
et nous offrons des avantages comparatifs extrêmement intéressants par rapport à quasiment tous les pays de la planète. Et par exemple, avec la loi Hope Help, qui est unique pour le vestimentaire, nous sommes le seul pays à avoir cet avantage pour entrer et sans droit de douane sur le marché américain dans la plupart, un bon nombre de catégories de vêtements. Le nearshoring, vu l'expérience COVID et tout le bouleversement logistique qu'il y a eu, les acheteurs veulent se ravitailler plus proche de leur marché, donc de la zone des Amériques. Et Haïti est très, très bien positionné pour tirer avantage de ceci. Nous sommes connus pour notre qualité de ressources humaines. Nous sommes très travailleurs et le jour reviendra où nous pourrons regagner notre place en termes de centre de production pour l'exportation. Et vous voyez aussi, et je pourrais partager avec vous tout à l'heure quelques exemples de notre production nationale qui, malgré toutes les difficultés des années précédentes et l'enfer que nous vivons aujourd'hui, arrive à tenir. Combien de temps est-ce qu'ils pourront tenir encore? Ça, on a des doutes là-dessus. Mais gardons le courage, traversons, identifions nos avantages comparatifs. Les investisseurs sont des preneurs de risques, mais agissons vite sur la question de l'insécurité au bénéfice de tous, surtout les plus vulnérables qui, eux, vivent cet enfer depuis des années. Merci. Merci, M. Lemke. Donc, je vous ai entendu avec beaucoup d'attention. Maintenant, attirer les investissements n'est pas un défi, je dirais, inhérent seulement à Haïti, puisque c'est le lot de presque tous les PMA. Donc, les PMA, qui je le rappelle, sont les pays les moins avancés. Ils sont au nombre de 46, si je ne m'abuse. Donc, une grande partie en Afrique, une grande partie dans l'Asie Pacifique, et Haïti est le seul PMA des Amériques. Donc, ce qui nous donne un avantage, et je dirais, comparatif par rapport aux autres. Donc, de par les potentialités que vous venez d'évoquer, M. Lemke, donc ça ne fait aucun doute que Haïti a un avantage, si je puis dire, sur les autres PMA. Est-ce que vous avez fait déjà cette réflexion ou quand on fait la comparaison avec les autres PMA, en ce qui a trait et la potentialité pour attirer les investissements? Est-ce que vous diriez que Haïti a une longueur d'avance sur ses homologues? Oui, certainement. Et comme vous dites, sur papier, nous avons cet avantage, mais nous sommes quelque part notre propre ennemi avec nos troubles internes et qui vraiment sont insensés et que personne n'arrive à comprendre ou à tirer une logique de ce qui se passe. Donc, oui, nous avons, au fait, Haïti, notre pays offre des avantages que beaucoup de pays à travers la planète rêvent d'avoir. Et donc, la réponse est un oui en majuscule, et sans dire peut-être, comme dirait l'autre. Et maintenant, nous devons donc tacler la priorité et parallèlement poursuivre et faire la promotion d'Haïti, mais donner encore concrètement des garanties, des assurances, des signaux que jamais plus, nous allons revivre ce que nous vivons en Haïti depuis ces années récentes, y compris l'assassinat de notre président de la République et tout ce qui s'est empiré depuis lors. Donc, nous sommes positionnés pour l'avenir et bien positionnés d'ailleurs. Nos efforts de plaidoyer se poursuivent à Washington et ailleurs. Pour revenir à Doha, je dois vous dire qu'on a eu l'occasion, Mme Elias et moi et d'autres collègues, de rencontrer des collègues, surtout du continent africain, le Niger, le Tchad, la Zambie, la République démocratique du Congo. Et au fond, beaucoup sont passés par des affaires similaires, mais aujourd'hui se remettent sur pied et sont en train de
récolter et commencer à récolter les bénéfices des investissements et locaux et étrangers. Et il nous encourage à tenir bon. D'ailleurs, le cas du Bangladesh, qui pendant longtemps, on comparait un peu la situation, le profil du Bangladesh, qui est très fort dans le vestimentaire, à ce que nous vivons en Haïti. Évidemment, on parle de près de 160 millions d'habitants. Donc, c'est toute une autre taille. Mais le Bangladesh, aujourd'hui, sort de la catégorie, de la classification de pays moins avancés, et maintenant est en train de bénéficier de tous ces efforts d'investissement au cours des années et offre à sa population une qualité de vie meilleure et nous sommes tous très fiers et c'est une preuve qu'un pays qui avait beaucoup de défis et 6 fois plus si pas, que nous autres a pu s'en sortir et aujourd'hui est fier de sortir de la catégorie de pays moins avancés. Donc, ça a été encourageant pour nous d'entendre et nos collègues d'autres continents qui ont partagé leur histoire avec nous. Et ça nous a, si vous voulez, donné courage de ne pas lâcher, de tenir bon. Et le jour d'Haïti arrivera bientôt. Du moins, nous y travaillons durement là-dessus, localement et internationalement. Merci. Merci beaucoup, M. Lemke. Donc, Madame... Je peux ajouter? Oui, tout à fait. Allez-y. Ce dont je parlais antérieurement au niveau de certaines choses du passé que l'on doit changer et corriger, il y a effectivement un travail qui se fait à longueur d'année pour faciliter tout ce qui est la loi Hope, Health, etc. Mais il y a un travail de base que l'on doit faire en Haïti et auquel on doit s'atteler, c'est remettre sur pied certains principes et certaines lois. Nous avons travaillé depuis des années sur un code du travail. On n'a jamais finalisé ce code du travail. Vous avez des accords commerciaux qui ont été signés, jamais ratifiés. Vous avez des lois qui sont passées, mais qui ne sont pas passées, qui ont été votées, qui ne sont pas passées devant le Parlement. Vous avez beaucoup de choses au niveau structurel. Enfin, Haïti a encore beaucoup de choses à faire au niveau structurel pour ces investissements. Ça devient nécessaire. Il faut une base solide. On ne peut pas à chaque fois répéter les mêmes erreurs. Le salaire minimum, l'inflation. On a tendance malheureusement à répéter trop d'erreurs. Et l'investisseur, qu'il soit local ou étranger d'ailleurs, a besoin à un moment ou à un autre de ce filet de sécurité aussi. Et un des points focus du programme de Doha, c'est en anglais, c'est pas, je ne l'ai pas en français, mais it's supporting structural transformation as the driver of prosperity. Et la transformation structurelle, elle commence aussi au niveau de certaines bases que l'on n'a pas, qui sont très friables. Et il est temps de faire quelque chose en ce sens aussi, de travailler, de mettre des équipes pour travailler sur ces problèmes de base récurrents que l'on n'a pas malheureusement et qu'on a tendance à oublier trop souvent. Et je pense aussi que il faut à un moment ou à un autre suivre un plan spécifique de développement socio-économique pour ce pays, un plan adapté. Il y en a eu, il y a eu des plans socio-économiques qui ont été rédigés, qui sont très valables et très adaptés pour Haïti. Je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut s'atteler à un plan. On est finalement des éternels pompiers, on éteint toujours le feu, et parce qu'on éteint toujours le feu, on n'arrive jamais justement à réaliser cette transformation structurelle et à mettre des choses en place pour assurer une continuité. Tout à fait. Et puis, puisqu'on parle de Doha, donc le thème de la conférence de cette année, c'était de la potentialité à la prospérité. Et dans cette prospérité-là, le secteur privé a un rôle clé à jouer, puisque on parle d'investissement, on parle de financement, donc financer les ODD, donc c'est le thème de ce panel. Donc, il ne peut pas y avoir de financement, je dirais, durable, viable, sans des investissements consentis dans des secteurs porteurs, dans des secteurs clés.
Et là, le secteur privé haïtien est en train de faire un diagnostic. Donc, il nous faut un plan de développement socio-économique et s'en tenir à ce plan. Il nous faut corriger nos erreurs. Donc, en clair, vous êtes en train de dire que les investisseurs, s'ils doivent venir, eh bien, nous autres en Haïti, nous devons être prêts. Donc, c'est ça le message en filigrane. Je pense que nous sommes prêts. Je pense sincèrement que nous sommes prêts parce que c'est des exercices que tout le monde fait chaque jour. Sinon, vous n'auriez pas quand même ce niveau financier, ce niveau économique en Haïti. Vous avez des entreprises qui continuent à investir pour pouvoir tenir un certain standard, pour pouvoir tenir un certain niveau de productivité, de compétitivité, etc. Donc, vous avez à la base une mentalité d'investisseur qui est là. Ce que je dis, c'est qu'il faut rassurer les investisseurs. Actuellement, le CFI peut vous le dire, un dossier d'investissement, par exemple, va prendre 2 à 3 mois. Ce n'est pas normal. Ça devrait prendre 6 à 10 jours. Quand un investisseur vient, pour faire tout ce qu'il a à faire, ça devrait être 6 à 10 jours. On va mettre à 15 jours. On ne devrait pas parler de mois. Vous voyez, et c'est ces petits détails qui font beaucoup de différence aussi. Et il y a une autre chose qui a été dite à Doha, et en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui ont été, pour moi, je pense, très différentes de ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant. Mais en plus de la prospérité, il y avait, il y avait beaucoup de lumière sur « leave no one behind ». Ne laissez personne derrière. Il faut inclure tout le monde. Et c'est peut-être aussi ce défaut qu'on a en Haïti, c'est de prendre une idée, de penser de façon managériale, alors que chacun a sa réalité chaque jour et chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Donc, je pense qu'il y a sûrement un travail à faire aussi à ce niveau-là, un travail d'inclusion aussi. Et au niveau du financement, ça a été un cri du cœur aussi à Doha, c'est que la plupart des intervenants ont eu à dire il faut arrêter de dépendre des autres. Donc oui, on peut financer les ODD, mais quelque part, il faut qu'on arrête de demander de l'aide aussi. Donc, financer les ODD, c'est une chose, mais obtenir des financements pour des raisons bien spécifiques sur lesquelles on n'a pas forcément le contrôle, il faut qu'on révise cette situation-là aussi. Oui, et tu as touché un point extrêmement important, et au fond, c'est l'inclusion. C'est d'abord, il faut aider les plus vulnérables. Et historiquement, il y a toujours dit, ah, grand nègre a fait pour eux, en l'air, nous-mêmes, il va jamais m'occuper de nous. Et au fond, je crois que le grand changement de paradigme, suite à ce que notre pays a vécu récemment et vit aujourd'hui, c'est qu'au fond, les premiers efforts doivent être vers le bas de la pyramide, comme dit l'ami Prahalad, et les plus vulnérables, et démontrer que les premiers investissements des services de base doivent se faire dans les zones les plus défavorisées. Au fond, et tout Haïtien, toute Haïtienne souhaite avoir un emploi digne, un travail, et c'est là que le moteur économique du secteur privé rentre avec les investissements. Il y a des secteurs porteurs, le tourisme seulement, rien qu'avec notre diaspora qui a soif de revenir, passer quelques jours ou prendre sa retraite en Haïti, est un marché inestimable et transversal et couvre tout le pays. Les gens rentrent, ils vont dans les zones les plus reculées où ils ont une qualité de vie extraordinaire. Donc, ce n'est pas uniquement au niveau industriel, au niveau tourisme, et nous avons des avantages comparatifs extraordinaires. Et en attendant que des étrangers aient plus de courage à venir voir notre île, souvent perçue comme mystérieuse, notre diaspora elle-même sera la première et est déjà celle qui accourt à l'année pour venir et investir et voir la famille et développer leur zone d'origine. Donc, le potentiel est là. Nous prenons depuis longtemps et nous renforçons l'appel à un partenariat public-privé
que ce soit avec les entités gouvernementales locales, que ce soit avec les organisations internationales. Un pays se développe en partenariat public-privé, pas menti là-dedans, mais la structure, comme Mme Ilias a dit, est fondamentale. Et nous l'avons fait et nous pourrons le refaire encore, mais revu et corrigé. Et nous sommes tous prêts et les investisseurs sont prêts à emboîter le pas, mais nous devons attirer les compétences, garder les compétences qui ont tendance à partir pour des raisons évidentes et attirer les compétences à revenir développer leur pays. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de confiance. Confiance entre nous d'abord et confiance dans l'avenir de notre pays et reconnaître nos avantages comparatifs. Et je profite pour vous dire que imaginez-vous que nous avons des compagnies de production nationale qui couvrent parfaitement bien le marché national et qui exportent maintenant, que ce soit dans des jouets, dans le plastique alors, où nous exportons à des grandes compagnies comme Disney et Fisher-Price et Mattel, que ce soit dans le plastique pour les préformes de bouteilles d'eau et de gazeuses. Nous exportons par exemple vers le marché jamaïcain et on a gagné le marché par rapport à des concurrences internationales régionales. Et que ce soit pour le céréal, le cornflakes, on exporte dans 13 pays différents, dont la Floride du Sud, imaginez-vous. OK? Nous, en Floride, Américains mangent cornflakes haïtiens d'une qualité approuvée FDA, etc. Donc, encore 3 exemples de notre capacité à briller et à créer des emplois, à créer de la richesse interne et à générer des devises avec nos exportations. Donc, encore un potentiel extraordinaire, mais revenons au B.A.B.A., c'est protéger et servir notre population et qui ne demande que ça, avec une sécurité sur le long terme. Merci. Merci, M. Lemke. Et l'on comprend bien, malgré la situation difficile, délétère, donc il y a des choses positives qui sont en train d'être faites. Maintenant, c'est comment arriver à avoir et apporter sur une plus grande échelle ce qui est en train d'être fait, donc et protéger ce qui existe déjà et pour en attirer de nouveaux investissements. Et vous aviez parlé de partenariat, ce qui est très intéressant, parce que ça me donne l'occasion de faire un peu de place pour M. Guerrero, puisqu'on a beaucoup parlé du programme d'action de Doha. Maintenant, rapidement, donc quelques mots sur la conférence, sur la 5e conférence, donc quelles ont été les attentes et une petite présentation du programme d'action de Doha. La conférence a permis de mettre des différents acteurs en Haïti ensemble. On était le secteur privé, on avait aussi la société civile, il y avait des différents ONG, il y avait aussi les gouvernements et les Nations Unies. On a une réunion avec la délégation, avec tous les membres de la délégation avant d'aller à Doha. Et c'était une manière aussi de changer, de renforcer le partenariat. Et après, à Doha, on a essayé d'avoir des différentes réunions pour renforcer ou commencer certaines initiatives parce que, comme les collègues ils ont dit, il y a des choses qu'on doit travailler ensemble. C'est au niveau du partenariat qu'on peut avoir des changements. On parle du programme de Doha, il y a des actions spécifiques qu'on peut mettre en place. Le programme d'action de Doha parle de la création d'emplois. Et on sait, par exemple, en Haïti, on a un problème des petites entreprises au niveau d'accès au crédit. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est d'avoir un atelier au début mai pour s'assurer que les petites entreprises, les entrepreneurs puissent avoir accès au crédit. Et le Fonds d'équipement des Nations Unies permet d'avoir un taux de crédit plus bas avec une maturité plus longue
Donc ça, c'est un programme, une initiative spécifique après des échanges avec le partenariat, le partenaire à Doha. Donc, je pense que c'est au niveau des échanges avec la société civile, avec le gouvernement, avec les partenaires du secteur privé qu'on peut faire avancer et à la fin, le plus important, c'est aussi au niveau de la création d'emplois. Parce que je pense qu'il faut, c'est ça au niveau des gens, les gens ils vont avoir un espoir malgré la situation. Le plus important, c'est avoir un emploi décent, un salaire. Et je pense que c'est ça, c'est ce type d'initiative avec des différents partenaires qu'on peut faire la mise en œuvre de ces initiatives pour aider à changer la situation. Tout à fait, Francisco. Donc, il y a eu un appel sur la nécessité et pour qu'il y ait une réforme au niveau du secteur financier mondial, pour qu'il soit beaucoup plus profitable aux petits pays. Donc, contrairement à ce qui se fait actuellement, donc ce n'est pas moi qui le dis, c'est le secrétaire général des Nations Unies donc, qui a lancé cet appel pour qu'il y ait une réforme au niveau du secteur financier mondial, pour que les prêts soient beaucoup plus profitables au PMA. Donc, au niveau des Nations Unies, donc, comment est-ce que vous êtes en train d'adresser ce problème? Donc, est-ce qu'il y a des opportunités en vue pour les pays les moins avancés? Il y a des opportunités et je pense aussi au niveau du gouvernement, il y a toujours des réformes qu'il faut mettre en place pour ce type de différentes opportunités. Et je pense qu'il faut toujours penser aux différentes réformes qu'il faut mettre en place, pas seulement le gouvernement, mais au niveau aussi avec le secteur privé et la société civile, penser à des réformes concrètes aussi pour que l'investisseur, aussi les donneurs puissent aider à changer la situation. Et je pense que c'est dans ce type d'échange qu'on peut aussi s'assurer qu'il y a une aide pour certains programmes. Par exemple, on parle du programme d'alimentation scolaire. Donc, une chose que le programme d'alimentation mondiale des Nations Unies essaie de faire, c'est d'avoir seulement des productions locales pour ce programme d'alimentation scolaire. Et à ce niveau, il faut avoir des donneurs pour qu'ils puissent financer cette partie, mais aussi que la production se fasse au niveau national. Et c'est comme ça qu'on peut créer de l'emploi. Donc, et c'est pour ça que c'est important qu'on puisse être tous, le secteur privé, le gouvernement et les investisseurs étrangers, qu'on puisse être tous essayer de marcher dans la même direction. C'est renforcer la production locale et la création d'emplois. Tout à fait, et Francisco. Et là, je reviens à mes amis du secteur privé. Donc, M. Lemke, le programme d'action de Doha court sur 10 ans. Donc, c'est évident qu'il va falloir faire une appropriation au niveau local, je dois dire, de ce programme. Donc, Francisco parlait de création d'emplois. Donc, c'est quelque chose qui touche particulièrement votre vocation en tant que secteur privé. Maintenant, qu'est-ce qui est prévu pour cette appropriation au niveau local? Est-ce que vous comptez impliquer les chambres de commerce, les différentes associations patronales? Comment est-ce que vous allez faire pour suivre ce programme d'action et voir comment est-ce que vous pouvez être partie prenante des engagements qui vont être pris à partir de ce programme, je rappelle, qui court sur les 10 prochaines années? Bon, je rebondis rapidement aux mots encourageants de Seigneur Guerrero. Au fond, notre production nationale est prête. Et si vous regardez, nous avons une industrie très importante dans les pâtes alimentaires, dans le cornflakes, dans le lait. Il y a une
une société laitière aussi. Donc, au fond, et depuis longtemps, et nous encourageons, nous faisons le plaidoyer, et aujourd'hui, nous sommes alignés avec le Programme alimentaire mondial, qu'il s'approvisionne au maximum d'abord des fournisseurs locaux pour les programmes scolaires et autres et programmes alimentaires, avant d'aller s'approvisionner à l'extérieur de la planète. Donc, créons notre richesse interne, encourageons nos investisseurs nationaux qui produisent pour le marché local, leur capacité de production ont la possibilité de fournir les besoins du programme alimentaire mondial, et éventuellement même d'exporter, de la même façon qu'ils s'approvisionnent de pays producteurs de riz pour alimenter les différents pays de la planète. Nous avons des produits en Haïti qui éventuellement pourront rentrer dans le programme alimentaire mondial et être exportés à d'autres pays qui n'ont pas ce que nous avons. Donc, oui, nous sommes prêts, et le plus tôt qu'on puisse mettre à exécution ces achats, le mieux ce sera, parce que ça va réinjecter des finances dans notre économie moribonde, et tout le monde est financièrement extrêmement fragilisé après la COVID et tous les problèmes de manque de produits pétroliers, manque d'énergie et surtout maintenant d'insécurité qui empêchent les gens de circuler librement. Donc nous sommes prêts à la production nationale, du plus petit au moyen, aux gros investisseurs, aux grandes entreprises industrielles et artisanales, à fournir les besoins du programme alimentaire mondial, entre autres. Donc, nous ne demandons que ça, au fond. Évidemment, il faudra la logistique interne pour tout ça, et il est difficile de circuler avec justement tous ces gangs armés qui empoisonnent la vie de la population, et ceci doit s'arrêter. Et in fine, tout le monde gagnera lorsque la paix reviendra en Haïti. Tout le monde, sans exception, y gagnera. Donc, la problématique est là, et toutes les instances concernées et tous les citoyens se penchent là-dessus. Comment ramener la paix, comment stopper ce carnage interne et pouvoir rebondir rapidement. Nous sommes connus pour notre résilience en Haïti, et localement et l'étranger le reconnaît. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons rebondir rapidement et nous remettre sur pied. Donc oui, nous sommes prêts, et nous attendons les commandes, comme dit l'autre. Merci. Donc là, vous voulez rebondir, et Madame Ilias. Monsieur Lem qui a parlé du côté industriel. Quand on parle d'appropriation, on parle de développement au niveau de tous les départements, et il faut savoir justement qu'au niveau agricole, vous avez des gens qui travaillent déjà, qui cultivent l'âme véritable et autres vivres pour faire de la farine. Et quand vous faites ces farines-là, vous pouvez effectivement les exporter, mais vous pouvez surtout les utiliser pour le programme des cantines scolaires. Et vous pouvez donner à manger à des enfants au moins 3 fois par semaine. C'est un apport nutritionnel excellent. Donc là, déjà, vous avez une chaîne de valeur que vous pouvez développer dans le nord-est, pour parler seulement d'un département. Au niveau du sud, selon le sol, vous pouvez cultiver d'autres choses. Donc oui, il y a des choses à faire localement au niveau agriculture, pour pouvoir justement créer des emplois et mettre en valeur, enfin, agrémenter ces chaînes de valeur, des moyens pour pouvoir développer tous les départements et tous les emplois et la vie dans les autres départements. Tout à fait. Et là, je reviens à monsieur Lemke. Allez-y. Oui, si vous permettez, au fait, la crise a quelque part réveillé les citoyens de l'arrière-pays qui sont hors de la République de Port-au-Prince, car la crise est surtout aiguë dans la République de Port-au-Prince. Et si vous regardez bien, il y a un sursaut citoyen
au niveau agriculteur et autres dans les départements du Grand Nord et du Grand Sud, où ils réalisent qu'ils doivent reprendre leur destin en main. Le corridor nord-est, évidemment, avec le parc industriel de Caracol et Codévi, et se développe et amène un nouveau niveau de vie pour la population là-haut. Le Grand Sud se réveille. Le projet de Port de Saint-Louis, on en parle de plus en plus, mais les gens se réalisent que finalement, cessons de vouloir, d'avoir la soif de rentrer sur Port-au-Prince et développons nous-mêmes nos propres sections communales et nos propres régions du Grand Sud et du Grand Nord et au bénéfice de tout le monde. Donc, la décentralisation s'accélère et les gens réalisent que finalement, il y a une bien meilleure qualité de vie en province qu'il y a dans les grandes villes, les grandes cités. Et nous le voyons beaucoup aussi dans la diaspora qui réalise que finalement, et développement de nos régions, et c'est comme ça qu'au fond, on va avoir une meilleure répartition de la richesse nationale. Merci. Monsieur Guerrero, donc là, on parle de financer les ODD, on a le programme d'action de Doha. Donc, où est-ce que le programme d'action de Doha rejoint les ODD, ou du moins, comment est-ce que difficile de ne pas recevoir quand on a créé autant d'attentes, parce que là, j'ai vu que le programme d'action de Doha a su générer beaucoup d'attentes. Et donc, comment est-ce qu'au niveau des Nations Unies, vous allez gérer tout ça? Et peut-être même rebondir sur ce que vient de me dire M. Lemke. Donc, il y a cet engouement, il y a cette velléité au niveau des régions de voir ce qu'on peut faire, parce que la crise rime beaucoup avec opportunité. Donc, puisqu'il y a cette crise à la République de Port-au-Prince, donc on voit que les régions sont en train de faire ce qu'elles peuvent. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre tout ça dans un cadre, je dirais, plus ou moins global? Au niveau de programme d'action de Doha et des ODD, on voit par exemple, on a le ODD 8, c'est au niveau de la création d'emplois, mais on a aussi, on sait que pour créer de l'emploi qualifié, on a besoin de la formation professionnelle. Je pense que ça, c'est un des grands défis du pays qu'on a maintenant, et pas nécessairement à Port-au-Prince. Il faut faire des investissements même dehors de la capitale. Et je pense qu'on a déjà commencé à avoir un flux migratoire interne de la capitale à différentes régions. Et parce qu'on sait aussi que la situation sécuritaire, c'est beaucoup mieux dehors de la capitale. Donc, je pense que c'est le bon moment de faire des investissements dehors de Port-au-Prince, et aussi d'attirer des investissements privés et même pas non privés pour certaines initiatives dehors de la capitale. Et en même temps, toujours essayer avec la formation professionnelle au niveau de l'éducation, c'est clé pour assurer qu'il y a une création d'emplois décents dans le pays. Et c'est ça, le programme d'action de Doha vient avec des mesures concrètes à ce niveau. Et c'est pour ça que c'est important que autant de secteur privé, Nations Unies et gouvernement, des institutions d'État, qu'on puisse mettre ensemble pour assurer certaines initiatives dehors de la capitale, dehors de cette situation un peu, je dirais, plus fragile dans la capitale, pour faire la mise en œuvre de ces types d'initiatives qui peuvent créer de l'emploi, et aussi qui peut aider dans cette formation éducationnelle pour que l'emploi qui soit créé soit décent. Parce que c'est ça qui va permettre aussi une distribution de la richesse. Je pense que c'est parce qu'on doit changer un peu le modèle économique du pays. Comment faire cette distribution de richesse pour ne pas tomber dans le même problème qu'on a maintenant? Je pense que c'est ça qu'on doit penser au niveau des modèles socio-économiques.
Donc là, je vais faire une dernière tour de table, un dernier tour de table, et pour demander à nos amis du secteur privé, 1, 2, 3, quelles sont vos recommandations? 1, 2, 3. Donc, pour qu'on puisse vraiment parvenir à un climat et qui puisse attirer des investissements. Des investissements dont on a besoin pour non seulement financer les ODD, financer le développement dans ce pays. Pour suivre Francisco, le développement des autres départements, le pays ne peut pas avancer si on ne développe pas tout le pays en entier, tout le territoire national. 2, je pense qu'il est vraiment temps qu'on arrête d'ignorer la technologie et les outils auxquels on a accès, que ce soit au niveau de l'intelligence artificielle ou de la technologie blockchain. 3, on a aussi parlé à Doha de l'éco-développement. L'éco-développement, c'est le développement des ressources naturelles. C'est utiliser ce qu'on a sur le terrain, le développer et avancer. Donc, que ce soit au niveau de la pêche, au niveau de l'agriculture, toutes ces ressources naturelles, il ne faut pas les oublier. Madame Ilias a bien dit, et au fait, pour atteindre ces 3 objectifs, sécurité, sécurité, sécurité. Ce sont nos 3, je crois que je parle pour tout le monde. Et votre question de tout à l'heure concernant les associations et chambres patronales, nous travaillons étroitement ensemble et nous nous concertons beaucoup. Donc, au fond, la problématique, elle est clairement diagnostiquée. Madame Ilias a bien souligné, on peut faire un grand rattrapage avec la technologie. D'ailleurs, ça se fait déjà en province. Mais encore, on ne peut rien faire sans ramener la paix dans les foyers de notre chère nation. Et ça, c'est la priorité des priorités. Merci. Monsieur Guerrero, je termine par vous. Donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochaines années, dans les prochains mois du programme d'action de Doha? Donc, quelles sont les perspectives à défaut de recommandations? Alors, je pense qu'à la fin, le programme d'action de Doha, ça dépend de chaque pays de le mettre faire la mise en œuvre. Donc, et je pense que autant que pays, on gagne plus si on fait un renforcement entre les différents partenaires, entre le gouvernement, le secteur privé, la société civile. Je pense qu'à la fin, tout ce qu'on veut dans ces pays, c'est une meilleure éducation et avoir un emploi qui soit décent. Donc, je pense que c'est ça qu'autant que Nations Unies, on essaye de renforcer les liens entre les différents partenaires pour qu'on puisse avancer au niveau de la création d'emplois, au niveau de renforcer la qualité de l'éducation dans le pays. Parce que je pense que ça, c'est la manière aussi de renforcer qu'il y a, pour la jeunesse, renforcer l'idée qu'il y a une solution que c'est au niveau de l'éducation. L'éducation peut contribuer pour améliorer la situation actuelle parce qu'il peut trouver un emploi décent avec un salaire digne pour s'en sortir de cette situation. Merci beaucoup, M. Guerrero, et merci beaucoup à vous tous ces chers panélistes. Je rappelle que ce panel, c'était financer les ODD avec un sous-thème, le défi pour les PMA d'attirer les investissements. Donc, on a fait le tour, on a parlé de comment attirer les investissements, vous avez produit vos recommandations, on a fait un état des lieux du climat des affaires en Haïti. Donc, voilà, donc ce qui met terme à notre panel, et je rappelle que c'est la 13e édition du Sommet international de la finance organisé conjointement par le groupe Croissance, la Banque de la République d'Haïti, le Centre de facilitation des investissements. C'était là avec vous, Patrick Saint-Pré, dans le rôle de modérateur. Merci, Mme Ilias, merci, M. Lenke, et merci, M. Guerrero. À la prochaine. Merci. Merci et compliments à Groupe Croissance, Profine et CFI, et voyager, circuler à travers la République, documenter et donner de l'espoir à la population. Et encore bonne initiative et avançons tous ensemble. Merci. D'accord, merci beaucoup.